Cette session est une session en parallèle avec d'autres sessions. Merci d'avoir choisi ce thème qui est important. Nous sommes ensemble jusqu'à 9h45 et donc Olivier Simon a prévu d'intervenir une trentaine de minutes, ce qui nous laissera du temps pour échanger et poser des questions sur ce sujet très important qui est la réduction des risques appliqués aux jeux pathologiques ou aux jeux excessifs. Alors, l'enjeu est important parce que initialement, la réduction des risques a émergé à l'occasion de l'utilisation des substances illégales, notamment consommées par voie intraveineuse, comme les opiacés, et ciblée sur une population particulière, mais de façon plus large, la réduction et la gestion des risques liés aux usages et aux comportements doit pouvoir s'appliquer à tout usager sans condition et sans nécessité qu'il y ait une addiction ou pas. Même si peut-être que pour ceux qui sont en situation d'addiction, il faut l'adapter, mais il faut pouvoir étendre d'une certaine façon le mode d'emploi de ce que l'on fait à tous les usagers. Donc c'est ça les enjeux derrière. Alors quelques mots sur Olivier Simon. Olivier Simon est psychiatre, addictologue. Il travaille à Lausanne, à l'hôpital universitaire de Lausanne, où il est responsable d'une unité du jeu excessif, mais il a depuis longtemps un intérêt pour les interactions addiction, santé publique et enjeux sociétaux. Et je vous mentionne, entre autres, que dans le cadre du groupe Pompidou, il a co-animé un groupe d'experts qui a réfléchi sur les conditions d'accès au traitement agoniste opiacé et les enjeux, justement, d'un point de vue obligation des États par rapport au droit à la santé d'accéder à ces traitements. Olivier, sans plus attendre, je te passe la parole. Voilà. Bonjour à tous. Merci Marc pour cette intro. Merci à l'organisation ATHS et à Jean-Pierre Deloued de m'avoir invité pour cette session relative aux jeux d'argent. Alors la RDR est-elle applicable à la prévention et au traitement du jeu excessif? Un point de vue suisse. Vous le savez, donc la Suisse a la réputation d'être un petit pays tranquille. Ceux de vous qui venez de temps en temps à Zurich, vous reconnaîtrez peut-être ce kiosque dans ce parc bucolique à l'embouchure du lac. D'autres ont peut-être déjà surimposé ces images qui ont fait le tour du monde dans les années 80, le fameux Needle Park, emblème de ce qu'on a appelé également les scènes ouvertes, qui ont été le point de départ d'une longue histoire de politique de réduction des risques et des dommages en Suisse. Je précise que j'ai utilisé l'acronyme RDR pour simplifier. Il faudrait probablement dire plutôt réduction des risques et dommages en référence au harm reduction. Voilà, mais par la suite, donc je dirais RDR. Alors, ça c'est un petit clin d'œil à l'un de nos meilleurs dessinateurs, malheureusement disparu récemment, Mix et Remix, c'est un peu le Plantu suisse, si on ose la comparaison, en référence donc à cette politique suisse de réduction des risques dite des 4 piliers. Alors c'est intéressant d'avoir à l'esprit comment cette politique a été communiquée visuellement au public. Au début, c'était représenté sous la forme d'un espèce de temple grec, et puis alors il y avait 3 piliers, la répression, la thérapie et la prévention. Et puis, on a rajouté un 4e pilier qu'on a appelé l'aide à la survie. C'était le terme adopté pour le grand public, en quelque sorte. Mais, bon, voilà, un temple grec, ça ressemble quand même beaucoup à un tribunal, ça fait très répressif. Et puis, cette idée aussi de pilier d'aide à la survie, finalement, on sentait qu'il y avait quand même un problème logique. Il aurait plutôt fallu représenter ça comme une poutre ou fêtière, ou en tout cas comme un élément transversal. Alors dans les années 2000,
Les commissions extraparlementaires drogue, alcool, tabac ont proposé de représenter ça sous forme d'un cube avec les 4 niveaux, c'est-à-dire les 4 piliers sur une face, et puis sur une autre face, les différentes substances, alcool, drogue, tabac. Ça n'a pas été tout simple pour ce qui concerne le tabac et réduction des risques. Et puis, finalement, encore sur une 3e face du cube, les dimensions depuis l'usage récréatif, l'usage à risque, problème, et puis finalement syndrome de dépendance. Et finalement, en 2017, l'OFSP, l'Office fédéral de la santé publique, a décidé de fusionner les différents programmes nationaux alcool, tabac, drogue en y rajoutant les jeux d'argent avec une nouvelle loi qui était sur le point d'entrer en vigueur. Et donc, vous voyez, le cube a été simplifié. Le pilier répression a été dénommé régulation et la RDR est remontée de 2 crans dans la hiérarchie, tandis que cette pauvre prévention, alors elle a fini tout en bas. Et puis, donc, on a rajouté des espèces d'azimuts autour du cube, ou du moins ce qu'il en reste, avec la politique internationale. Ça fait référence aux traités, pas tant les traités relatifs aux substances, mais les droits humains, le Conseil de l'Europe, le groupe Pompidou et ces choses-là. La coordination, c'est parce qu'on est en Suisse, qui est un pays fédéraliste. Donc, vous savez qu'il y a 26 cantons qui sont des espèces de micro-pays qui vont un peu dans tous les sens. Et puis, l'administration fédérale ne saurait piloter. Ça ne se fait pas dans un pays fédéraliste, donc on coordonne. Les connaissances, c'est la volonté d'essayer de fonder tous ces efforts dans l'evidence-based. Et puis, finalement, la sensibilisation, ça réfère au fait que... Ah, pardon. OK. On va laisser passer l'annonce. Il faut responsabiliser le public et les acteurs dans un pays qui est quand même de sensibilité très libérale et où donc la responsabilité individuelle finalement est mise en exergue. Alors les jeux d'argent dans tout ça, bon, il y a un long historique finalement d'intervention de l'État dans ce domaine. Et j'aime bien cette enluminure qui nous projette quelques siècles en arrière. C'est Alphonse de Castille qui rédige un des premiers traités qu'on attribue aux jeux d'argent. Et vous voyez donc à gauche son scribe et à droite le public impacté, donc les joueurs qui ont littéralement perdu leur chemise. Et donc là, vous avez déjà un exemple d'intervention spécifique de l'État dans le but littéralement d'essayer de réduire un certain nombre de problèmes imputés aux jeux d'argent. Alors ce qui a changé évidemment depuis, c'est qu'il y a eu une industrialisation relativement massive du domaine, déjà dans les années 50-60 avec les casinos, et d'ailleurs on attribue à ça indirectement le fait que le jeu pathologique est rentré dans le DSM au début des années 80. Et puis ensuite, il y a eu, dans les années 90, l'arrivée d'Internet et des écrans. Et finalement, depuis 2010, les smartphones. Et bon, on sait que des jeux d'argent qui étaient relativement peu offensifs, comme des jeux de tirage ou de grattage sur format papier, deviennent très problématiques sur le plan addicto quand ils sont délivrés sous forme d'écran. Alors, pour essayer de répondre à la question que j'ai proposée dans l'intitulé, je propose de faire ça en trois parties. Donc, je vais dire quelques mots du modèle dominant en matière de politique de prévention des troubles liés au jeu d'argent, qui s'appelle le jeu responsable. Et partant des limites de ce modèle, ensuite on essaiera de voir si la RDR, dans l'état actuel des définitions, est une piste pour se substituer à cette approche dite du jeu responsable. Et puis finalement, une fois qu'on aura défini en l'état la RDR, on pourra regarder un peu plus en détail ce que ça veut dire en pratique pour un domaine comme les jeux d'argent. Et puis, je conclurai en prenant le problème à l'envers, c'est que finalement, est-ce qu'il faut faire évoluer la définition de la RDR pour qu'elle s'applique correctement à ce domaine des jeux d'argent? Alors,
le jeu responsable, en fait, c'est une déviation d'un concept que vous connaissez certainement, qui est la responsabilité sociétale des entreprises, qui consiste en l'intégration volontaire des préoccupations sociales et environnementales aux activités commerciales à travers les relations avec les parties prenantes. Sauf que le wording, quand on appelle ça jeu responsable, devient ambigu puisqu'on a retiré en quelque sorte la notion d'entreprise ou d'opérateur. On ne sait plus finalement qui est responsable. Est-ce que c'est le jeu ou finalement le joueur lui-même? Et ce modèle a été endossé par un certain nombre de chercheurs pionniers du domaine des jeux d'argent qui, bon, à tort ou à raison, mais probablement ils n'avaient pas tellement le choix, au début, ont travaillé sous couvert de financement de l'industrie du jeu. Et sans entrer dans le détail, enfin, le modèle consiste finalement à présenter comme une espèce d'accord multipartite qui met tout le monde au même niveau. Alors, il y a d'un côté les opérateurs, de l'autre l'État, les chercheurs et puis les joueurs eux-mêmes. Et voilà, j'aimerais illustrer à travers quelques exemples les limites de ce modèle. Et donc, je vous emmène faire un petit tour en Suisse avec notre radio-télévision suisse qui a fait un petit reportage de 3 minutes qui, je trouve, est assez illustratif. Alors, comment on fait pour démarrer ça? Des milliers de francs perdus en quelques heures. Depuis des années, c'est la routine infernale de cet homme. Un accro au tactilo, comme on dit, ces machines de la loterie romande que l'on trouve dans des centaines de bistrots. Moi, je pense que ces jeux, c'est un virus. Le moment qu'on commence à jouer, c'est très dangereux. On ne peut pas s'arrêter. C'est une maladie trop forte, plus forte que tout. En Suisse, les jeux d'argent génèrent un revenu d'utilité publique de plus de 900 millions de francs par an, mais les ravages de l'addiction à ces jeux sont estimés à 600 millions. On ne payait pas les factures, on laissait tout tomber. Même si on avait besoin pour manger, on s'en foutait. Là, dans le jeu, quand on est dans le jeu, il n'y a rien d'autre. Tout, j'ai mis tout. Donc au total, ça faisait à peu près 1 million. Moi, personnellement, j'ai mis 1 million. Et il n'est pas le seul à avoir sombré dans les dettes à cause de ces machines. Les joueurs qui prennent contact en général avec une offre d'aide, grosso modo une moitié des joueurs qui parlent de problèmes de casino et une autre moitié qui parlent de problèmes principalement avec ces loteries électroniques. Le nombre de joueurs problématiques est faible, à peine 1 à 2% de la population. Mais comme ils perdent énormément d'argent, ils génèrent une part importante des revenus des jeux, estimés en moyenne à 40%. Près de la moitié des revenus du jeu, en fait, on les prend dans la poche de gens qui ont des graves problèmes de santé, des problèmes sociaux, des problèmes financiers. Et donc là, il y a une question éthique qui se pose. Mais l'exploitant des loteries électroniques romandes relativise ces chiffres. Nous menons continuellement des études avec les milieux scientifiques qui nous permettent d'évaluer que cette proportion de population dite à risque ou excessive est extrêmement faible en termes de nombre et en termes de volume. Des études que la loterie romande n'est malheureusement pas à même de produire. Du côté du Parlement, on est en train d'élaborer une nouvelle loi sur les jeux d'argent. Les milieux de la prévention espèrent y glisser un contrôle d'accès à ces machines, mais la loterie romande estime que le statu quo est satisfaisant. Du point de vue de nos détaillants, il est clair que nous les formons, nous les informons à détecter ces joueurs et à faire en sorte que ces joueurs cessent de jouer et se dirigent vers des organismes de soins que par ailleurs nous contribuons à financer. Ce qui est délicat, c'est que le patron de bistrot qui assume cette responsabilité reçoit une commission proportionnelle aux ventes de ces automates et en moyenne, celle-ci atteint près de 2000 francs par mois. Il y a clairement une contradiction entre le fait de vouloir gagner de l'argent avec les jeux et le fait d'avoir une obligation légale de les protéger les joueurs. Les spécialistes de l'addiction rêvent d'une commission de prévention pour superviser ce type de méthode, mais celle-ci a disparu du projet de loi sur les jeux d'argent. Voilà. Alors, bon, on voit bien dans le docu les enjeux pour les opérateurs, l'ambiguïté de l'État entre ses services économiques d'un côté et les services socio-sanitaires de l'État de l'autre. Et puis on voit bien cette coquille de noix des gens de la prévention dont je fais partie,
qui espère des choses comme cette commission de prévention, mais ce n'est pas le seul élément qui a disparu de la loi. En fait, la genèse de la loi sur les jeux d'argent en Suisse, c'est un véritable festival de renoncement de la part de l'État sur le niveau de la prévention structurelle. Et pour revenir à des exemples concrets vécus sur le terrain, là j'en ai mis quelques-uns de ce que moi-même j'ai pu observer depuis que je suis à l'interface entre mes services spécialisés pour le jeu d'argent et puis les interventions qui sont prévues par la loi auprès des opérateurs. Alors de temps en temps, on vous demande si vous accepteriez d'être pris en photo ou si c'est possible de mettre le logo du CHUV sur un document de l'opérateur pour montrer l'engagement. Évidemment, on est obligé de les rembarrer poliment, mais ça c'est parce que moi j'ai l'hôpital universitaire derrière, mais pour des petites structures ça peut être plus difficile. Ou alors l'opérateur veut qu'on apparaisse dans une réunion publique, ou l'opérateur nous dit que oui, alors le matériel qu'on a développé pour la sensibilisation des personnels des lieux de jeu, non, mais la représentation des joueurs, ça ne va pas, là, c'est pas possible. Écoutez, on a filmé des vraies personnes qui ont des problèmes de jeu, c'est pas... ou bien l'opérateur ne veut pas le questionnaire d'évaluation de l'information parce qu'il y a des questions qui sont dérangeantes. Ou bien, alors pire, bon, ça se fait plus maintenant, mais ça s'est fait quand même encore dans les années 2000, où certains collègues ont accepté de produire des recherches sur mandat et se sont vus infliger des clauses de droit de regard, ou alors encore le financement de journées ou de congrès, parce que heureusement en Suisse, bon, on a des moyens qui permettent de ne pas le faire. Mais quand on le fait, bah ça génère des problèmes d'autocensure, voire plus, de la part des professionnels de la santé. Donc il y a en fait une critique de plus en plus acerbe de ce modèle du jeu responsable dans la littérature. Là, je vous ai mis deux références qui sont vraiment intéressantes pour ceux qui veulent regarder ça un peu plus en détail. Alors, si finalement ce modèle qui est encore malheureusement assez dominant du jeu responsable n'est pas satisfaisant, qu'est-ce qu'il en serait du modèle de la RDR? Et pour ça, il faut revenir aux définitions. Alors, les définitions, en fait, le moins qu'on puisse dire, c'est que c'est assez confus et pas vraiment scientifiquement fondé. Et ça, c'est probablement à mettre sur le compte, sur le contexte politique de l'émergence de cette notion. On en trouve des traces déjà dans les années 70 dans des documents de l'OMS en référence au travail de rue. Bon, après, il y a eu toute la référence aux alternatives, aux interventions orientées vers l'abstinence au moment de la crise du HIV dont parlait Marc. Ça a été aussi utilisé quelque part pour avoir un terme chapeau lié aux mesures justifiées par les droits humains en contradiction avec le dogme de l'abstinence qui est lié au traité prohibitionniste. Et il y a cette idée aussi qui ressort historiquement de non-jugement, de pragmatisme ou d'empowerment. Donc il y a des bases éthiques qui renvoient à Hippocrate, non-malfaisance, bienfaisance. Et puis, il y a évidemment la référence aussi à l'autonomie, pas de jugement moral sur la décision personnelle de consommer. Et puis, donc, en termes de droits fondamentaux, il y a la référence au droit de ne pas subir de discrimination à raison des consommations, le droit à l'accès aux services de santé, qu'on résume des fois sous le terme générique droit à la santé. Et puis, mais il y a également d'autres droits fondamentaux qui sont convoqués, comme le droit à la vie, le droit de ne pas subir de traitements inhumains et dégradants. Ça, c'est ce qui se passe quand vous êtes détenu et puis qu'on vous coupe le traitement de méthadone, ou bien que simplement on vous laisse en sevrage sans traitement. Mais aussi des questions comme le droit à la sécurité sociale, à l'accès au marché au travail et au logement. Alors maintenant,
comment résultent les définitions de la RDR qu'on trouve aujourd'hui dans la littérature? En gros, il y a deux tendances. Il y a d'une part les définitions qu'on trouve dans les documents des organismes gouvernementaux ou intergouvernementaux, qui sont plutôt sur un mode opératoire et puis centrés sur des mesures ou des paquets de mesures, et qui ne remettent pas en question les traités internationaux prohibitionnistes, ce qui finalement est normal puisque c'est des organismes d'État. Et puis ensuite, il y a une autre école, plus qui sont les définitions proposées par les organisations interprofessionnelles, comme Harm Reduction International ou différentes associations. Bon, en France, je pense qu'il y a la Fédération Addiction ou l'équivalent de ce genre d'organisme. Et donc, si on regarde typiquement une définition d'organisme intergouvernemental, ça c'est le Comprehensive Package de l'ONU, il n'y a pas besoin d'entrer dans les détails parce que notre temps est limité, mais enfin vous voyez vraiment que c'est une liste de mesures, pardon. Et si on regarde maintenant plutôt une définition qui est très citée, qui est celle de Harm Reduction International, ça nous dit que la RDR sont des lois, programmes et pratiques, donc on voit vraiment des niveaux très différents, dont le point commun, c'est de réduire les conséquences négatives, tant au niveau de la santé qu'au niveau socio-économique, sans nécessairement diminuer la consommation. Mais sans nécessairement, ça veut dire que ça n'exclut pas non plus les efforts qui peuvent soutenir la réduction ou l'arrêt. Et puis la RDR est centrée sur les personnes et la communauté, donc ça c'est la dimension bottom-up. Et l'approche de RDR est ancrée dans les droits humains. Alors c'est intéressant de regarder l'overlap avec les définitions modernes de la santé publique. Là, je vous ai mis une définition que j'ai trouvée dans un des textbooks de référence de la santé publique. La science est l'art de prévenir les maladies, de prolonger la vie et de promouvoir la santé dans des efforts organisés et de choix informés du public, de mobilisation qui part du local, donc on retrouve la dimension bottom-up, et puis par contre ça introduit la notion que les actions sont déterminées par des analyses qualitatives et quantitatives. Donc c'est peut-être cet élément-là qu'on ne trouve pas dans les définitions classiques de la RDR, mais on voit qu'il y a vraiment un overlap très important. Alors pratiquement, donc si maintenant on veut essayer d'appliquer ça au jeu d'argent, quelles sont les questions qui se posent? Alors il y a comment est-ce qu'on mesure la réduction, entre guillemets, quelle est la réduction nette de la charge des problèmes comme but d'une politique de RDR? Ensuite, il y a les questions autour des mesures, finalement. Quelles sont les mesures ou les paquets de mesures qui seraient concernés et accessoirement des mesures promues par l'industrie sont-elles éligibles et si oui, à quelles conditions? Et puis, est-ce qu'il existe des indicateurs de crédibilité des efforts imposés aux opérateurs par le cadre réglementaire? Alors, sur le plan de la charge des problèmes, la mesure de la charge des problèmes, il y a différentes façons de le mesurer, mais la plus connue, c'est celle de l'OMS avec l'évaluation de la perte de qualité de vie. Ça a encore été peu fait dans le domaine des jeux d'argent, mais il commence à exister quelques études. Ici, vous avez une étude australienne qui est très jolie, où donc on a mesuré la charge liée à différentes catégories de troubles. Et ici, vous avez en haut la dépression et l'alcool. Là, en rouge, la charge imputable aux joueurs problématiques. Et puis, la deuxième barre en rouge, c'est les problèmes, c'est-à-dire les gens qui sont en deçà du seuil d'un jeu problématique, mais qui ont rencontré des problèmes qui impactent notamment les proches et l'entourage, puisque là, on ne parle pas seulement de la charge au niveau des individus, mais de l'ensemble du groupe, par exemple l'épouse qui est en arrêt maladie. Donc, bon, c'est encore un petit peu théorique, mais il est possible de mesurer la charge du problème en tant qu'objectif à atteindre. Les mesures, alors c'est un domaine qui est encore peu
documenté en comparaison avec les substances. Ici, je trouve intéressant une étude qui a été faite par l'Observatoire des jeux, qui a consisté à lister les mesures identifiées, pas besoin d'entrer dans le détail, pour garder du temps pour la discussion, mais il les a classés sur deux axes. Un axe en abscisse qui est du moins efficace au plus efficace selon la littérature scientifique, et puis un axe en ordonnée qui est du moins mis en œuvre au plus mis en œuvre. Et ce qu'on voit dans ce graphe, c'est que les mesures les plus inefficaces sont aujourd'hui de loin les plus mises en œuvre, et les mesures réputées plus efficaces sont en bas au niveau de la mise en œuvre. Ce qui suggère qu'en tout état de cause, donc non seulement il faut identifier les mesures, les paquets de mesures, mais il faut aussi une intervention de l'État si on veut redresser ces problèmes de priorité pour construire une politique de réduction des risques liés au jeu d'argent. Ensuite, il y a cette question autour de comment on pourrait suivre la crédibilité des efforts de protection des joueurs. Et en matière de jeu d'argent, il y a un indicateur potentiellement très intéressant qui renvoie à la part des excessifs dans les revenus des jeux. Et là, vous avez à nouveau des données françaises qui sont des réanalyses de l'enquête épidémiologique sur les jeux d'argent de 2014. Et à travers l'évaluation de la part des mises, donc on a une indication de l'argent qui dérivait de la poche des excessifs. Donc, dans le reportage tout à l'heure, il était mentionné en moyenne 40%, mais ça dépend des jeux. Pour les jeux les plus addictifs comme les machines à sous ou les jeux en ligne, c'est beaucoup plus élevé. Et ensuite, on peut suivre ça de façon plus simple en regardant la concentration des dépenses des joueurs qui jouent le plus. Donc, vous pouvez prendre par exemple le 1% qui joue le plus et regarder quelle est la part dans la recette d'une catégorie de jeux donnés. Si le jeu est peu addictif, peut-être que ça sera 20%. Si c'est des jeux online ou des machines à sous, peut-être que le 1% générera 50%. Pour les jeux online, les analyses montrent que ça peut aller jusqu'à 60%. Donc là, on a des proxys intéressants et absolument peu coûteux s'il y a une volonté politique derrière de les utiliser et de les mesurer. Et si on va jusqu'au bout du raisonnement, après, il faudrait élaborer un modèle d'impact en bonne et due forme. Je n'entre pas dans les détails, on n'a pas le temps. Mais bon, ça, c'est de l'évaluation des politiques publiques, si on veut s'en donner les moyens. Donc, en conclusion, qu'est-ce que les jeux d'argent pourraient apporter à la définition de la réduction des dommages ? Alors, il y a un élément, finalement, qui n'est pas contesté, qui est transversal, probablement, c'est que la personne et la communauté au centre, pas de jugement moral, promotion des droits fondamentaux, notamment en matière de santé. Ça s'applique dans tous les cas. Mais ensuite, il y a des éléments un peu plus spécifiques. Le premier, c'est que je pense qu'il faut affirmer clairement que le but, ce n'est pas de réduire le nombre de personnes qui présentent des troubles, mais clairement de réduire la charge globale de ces troubles. À l'extrême, vous pouvez imaginer 2 pays où le nombre de personnes malades est rigoureusement le même, mais dans le premier pays, il y a un certain nombre de mesures protectrices qui font que les jeux sont raisonnablement accessibles, mais pas trop. Et ces personnes malades, finalement, vont réussir à gérer leurs difficultés sans qu'il y ait un impact significatif sur leur vie au travail ou sur leur vie familiale. Et puis, le pays d'à côté, qui a une législation totalement libérale, sans aucune mesure protectrice. On peut imaginer que le nombre de malades est le même, mais par contre, la plupart ont mis en faillite la PME pour laquelle ils travaillaient parce qu'ils ont pris de l'argent dans la caisse. Ensuite, il y a eu 50 personnes qui se sont retrouvées au chômage. Les épouses des chômeurs qui elles-mêmes sont tombées malades à cause du stress, etc. etc. Et puis une charge, une facture sociale invraisemblable. Donc, vraiment, objectif, réduction de la charge des problèmes au niveau global. Et puis, il y a un autre point, c'est que les jeux d'argent suggèrent clairement que la RDR n'est pas dissociable des mesures de régulation du marché. Et puis, finalement, la RDR devrait s'inscrire dans un cadre d'évaluation des politiques publiques avec des indicateurs de structure, de processus et de résultats.
Alors, j'ai mis une petite biblio, puisque les dias vont être mis à la disposition, je pense, des participants. Et puis, je termine en faisant juste une petite publicité pour un ouvrage collectif qu'on a édité récemment, pour ceux qui veulent regarder ces enjeux un peu plus en détail. Merci pour votre attention. Merci beaucoup pour cette présentation, et donc qui a fait le point sur cet enjeu, le double enjeu, hein, d'ailleurs l'enjeu de la RDR et jusqu'où on va dans les discussions avec les partenariats, puisqu'il s'agit bien d'intervenir sans viser principalement le comportement d'usage. Hein, c'est ça la valeur ajoutée par rapport, ou la grande différence par rapport à une intervention thérapeutique qui, elle, cible le comportement d'usage. Et puis la question du jeu pathologique, du jeu excessif en tant que problème de santé publique, même si dans l'image parfois on peut avoir tendance à se dire que c'est un moindre problème, mais on a vu là une situation particulière qui montre bien que c'est sérieux. Et donc c'est ouvert à la discussion. N'hésitez pas. Levez la main et un micro vous sera apporté. Ah, peut-être une question par téléphone? Non. Oui. Ah, ça ne fonctionne pas. Voilà. Non, c'est bon, ça marche. Alors, je ne sais pas si vous en avez parlé parce que j'avais un tout petit peu en retard, désolé pour ça. Est-ce que les solutions type application, jeu contrôle, etc., vous avez des opinions dessus? Bon, alors effectivement, dans l'accès à l'aide, il y a tout un volet autour de... Alors peut-être ce qu'il faut dire en préambule, c'est que les personnes qui sont diagnostiquées comme présentant des troubles liés au jeu d'argent dans les enquêtes épidémiologiques, ce qui ressort, c'est qu'il y a vraiment une très petite portion qui consulte les services spécialisés, de l'ordre de 5 à 10% maximum. Et donc, on s'est pas mal questionné sur les moyens de faciliter l'accès, les raisons qui peuvent aussi expliquer ça. Donc, bon, peut-être il y a des questions liées à la stigmatisation, à la difficulté de faire le premier pas, les questions aussi liées au système d'assurance. Je ne sais pas comment ça fonctionne exactement en France, mais en Suisse, il y a des franchises d'assurance à payer quand on va demander des soins. Ça tombe assez mal quand on a une franchise de 2500 francs à payer pour des soins et puis qu'on est étranglé financièrement. Donc, effectivement, on a essayé dans pas mal de pays de proposer des helplines et puis des applications Internet pour entrer dans des processus d'aide. Et en fait, les résultats, alors en Suisse en tout cas, sont pour l'instant assez mitigés en fait. On a, à notre avis, pas assez de téléphones sur nos helplines et puis on a été un peu déçus, disons, à ce stade de l'utilisation qui est faite par ces applis, mais ça a l'air d'être un problème qui est au-delà du jeu pathologique, parce qu'on a proposé ça aussi pour d'autres troubles addictifs ou pour d'autres problèmes de santé. C'était difficile d'évaluer d'où viennent véritablement les freins à l'utilisation de ces offres. Mais bon, c'est une piste en tout cas certainement à développer à l'avenir, et puis probablement les comportements du public vis-à-vis de ces moyens d'accéder aux aides va certainement aussi évoluer. Merci. Autre question? Oui. Par ici. Bonjour. Ma question rejoint peut-être un peu la précédente, mais vous pouvez développer le rond rouge dans le schéma où
les mesures étaient efficaces mais peu utilisées. Quelles étaient ces mesures efficaces? Alors, je vais effectivement revenir sur cette dia. Donc, alors, dans le groupe des mesures peu efficaces, mais qui sont très prisées, en tout cas par les acteurs économiques, c'est l'information et la sensibilisation, c'est-à-dire la prévention comportementale, finalement. Ça, bon, on le sait particulièrement dans d'autres domaines des addictions où c'est très documenté, c'est la prévention qui rentre par là et puis qui sort par là, par opposition justement aux mesures structurelles. Et puis, il y a ces messages sanitaires aussi, qu'on met jouer, comporte des risques, etc. Ça, finalement, bon... alors chez nous, en Suisse, quand même, l'industrie s'est battue contre ça et a obtenu qu'il n'y ait pas ces messages sanitaires. Mais finalement, dans d'autres environnements, on trouve ça acceptable, sachant que ce n'est pas d'une efficacité redoutable. Et puis, ensuite, il y a la formation des personnels, probablement un peu plus intéressante en termes d'efficacité. C'est quelque chose qui est pratiqué en Suisse. Bon, en Suisse, ça fait partie de la loi, donc pratiquement, excepté pour quelques jeux qui sont relativement peu dangereux, les opérateurs ont l'obligation de former leur personnel. Et puis, alors après, vous avez dans le groupe, ici, à droite, les mesures réputées les plus efficaces, qui sont la restriction de la publicité, la restriction des ventes d'alcool et de tabac, et puis bon, l'encadrement du marketing et les limitations des mises et des pertes, typiquement, c'est-à-dire des mesures qui portent sur le design des produits de jeu eux-mêmes. Donc ça, c'est efficace, mais les opérateurs se battent bec et ongle pour éviter ce type de mesures. Et puis alors ensuite, il y a encore des mesures dans le rond vert là, qui sont entre deux, avec des restrictions d'accès, des restrictions, des interventions sur le coût du jeu, sur le taux de retour. Ça dépend des juridictions, mais c'est des choses qui commencent à devenir acceptables, mais qui sont voilà, enfin, c'est insuffisamment développé et mis en œuvre aujourd'hui. Je ne sais pas si ça répond à votre question. Alors après, une autre difficulté, c'est qu'en l'état des connaissances, il y a peu d'études spécifiquement pour le jeu. Donc on évalue une mesure toute seule, mais en réalité, les mesures fonctionnent dans un ensemble de mesures. Et c'est une chose d'évaluer les mesures prises individuellement, c'est une autre d'évaluer le système de mesures. Donc, en l'état des connaissances, on doit se baser également sur ce qui vient du domaine du tabac ou de l'alcool, où il y a beaucoup plus de littérature sur ce qu'il y a lieu de faire ou de ne pas faire. Et puis après, il y a cette question vraiment d'établir des priorités par une intervention de l'État sur un marché qui n'est pas un marché de biens courants, c'est un marché de biens qui sont associés à un risque élevé de développer des problèmes de santé, ce qui justifie une intervention de l'État par opposition à la vente de biens de consommation courants qui sont régis par la liberté économique. Oui, deux questions. Une question au premier rang. On va commencer par le fond parce que le micro est au fond, et ensuite une dernière question au premier rang. Bonjour. Voilà, je viens de Strasbourg, qui est juste à côté de l'Allemagne, où il y a une pratique plus libérale du jeu. Et donc, ce que je remarque, c'est que beaucoup de Strasbourgeois fréquentent ces bars où existent des machines à sous. Et ce que je remarque, c'est que souvent, ce sont des gens qui ont déjà des problèmes d'argent, qui entraînent dans une pratique excessive. Et là, j'ai été surpris sur le documentaire de la personne qui avait dépensé 1 million, je suppose, de francs suisses. Je pense que les problèmes vont arriver plus rapidement pour quelqu'un qui est déjà dans la difficulté financière.
Et l'autre problème, c'est évidemment qu'on n'a aucun moyen de faire changer la législation en Allemagne. Et donc, comment voyez-vous les choses? Qu'est-ce qu'on pourrait faire? Alors, je vais essayer de faire une réponse ciblée, parce que là, évidemment, il y a plusieurs composantes dans votre question, mais il y a une chose que je retiens en particulier, c'est la temporalité du développement des troubles. Cette personne qui témoignait dans le reportage, elle a dépensé 1 million en 20 ans. Et les personnes qui vont jouer en Allemagne, dans les bars, probablement, ils ont développé un problème de façon progressive. Typiquement, les statistiques suggèrent qu'il y a 50 jeux récréatifs. Puis ensuite, on passe dans la case du jeu problématique, et c'est seulement encore au bout de 5 ans que les personnes consultent. Donc, le processus est très insidieux, et c'est un autre élément à considérer, évidemment, dans les réponses à faire. Et c'est aussi insidieux dans le sens où les problèmes publics arrivent longtemps après le développement d'offres plus addictives. Donc ça, c'est une autre difficulté par rapport à l'intervention de l'État. Il y a toujours 2 trains de retard par rapport aux nouvelles offres et à leurs conséquences en termes de charge des problèmes. Et une dernière question, si possible ciblée, pour une réponse ciblée, afin qu'on ne déborde pas sur la séance d'après. Alors, juste rapidement, une dernière question. C'est un petit peu le problème qui se pose au service de l'État, et en tout cas au niveau de la régulation des jeux, de l'Autorité nationale de régulation des jeux. C'est le problème entre opérateurs légaux et illégaux. C'est-à-dire que il y a des textes en France, depuis mai 2010 en particulier, avec un certain encadrement, certains critères de repérage des joueurs excessifs, certains outils ont été mis à disposition. Et les opérateurs légaux s'estiment vertueux. C'est-à-dire, quand on essaie de travailler avec la Française des Jeux, avec même Betclic ou même avec les représentants des casinos, ils s'estiment vertueux. Et aller plus loin, pour eux, c'est les mettre dans une concurrence insupportable avec les opérateurs illégaux. Alors, je ne sais pas en Suisse comment vous avez avancé sur ce problème, c'est qu'il y a beaucoup d'opérateurs de paris illégaux oui. Sur Internet. Alors, pour répondre brièvement, en Suisse, on n'a pas vraiment avancé, parce qu'on reste sur un discours très binaire qui consiste à dire, oui, mais on est obligé d'avoir une offre de jeux d'argent régulée agressive pour contrecarrer l'offre de jeux illégale, et donc, par conséquent, les gens de la prévention, vous devez arrêter de nous embêter. Alors que l'enjeu, ça serait d'avoir effectivement une approche différenciée et puis de rechercher l'optimum de réduction des dommages sans verser dans des mesures qui deviennent contre-productives par rapport à la question que vous soulevez. Donc, c'est évidemment un enjeu très important, et ça implique de se donner les moyens de mesurer la pénétration du marché. Alors là, les Français ont, je crois, un peu d'avance parce que, sauf erreur, l'ARGEL a évalué ça, en tout cas pour la mise en place de l'offre de jeux en ligne en France, et a vu qu'avec le cadre actuel, je ne me rappelle plus des chiffres exacts, mais l'offre régulée arrive à capter presque la moitié du marché à quelques pourcents près, ce qui est déjà un résultat satisfaisant, mais bon, ça montre quand même les questions derrière qui sont soulevées et qui sont mal répondues, effectivement. Je pense que vous avez... Pardon, oui, merci Olivier pour cette intervention, merci au public pour les questions. Le sujet est important. N'hésitez pas à continuer à discuter avec Olivier Simon dans la journée, tant qu'il est là, et il faut qu'on s'arrête pour passer à la séance suivante. Bravo.